Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle IFA News. Deux thématiques pour cette IFA News, une sur l'allocation personnalisée d'autonomie et l'autre relatif à une nouvelle recommandation de l'ACP. Pour notre première brève, eh bien, on a le plaisir de retrouver Claire. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Alors, on va parler d'un arrêt du Conseil d'État qui a été rendu le 24 août 2010 relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie. Alors, est-ce que tu peux déjà nous préciser ce qu'est l'allocation personnalisée d'autonomie? Oui, alors cette allocation est une aide sociale qui est versée par le département à toute personne âgée qui se trouve dans l'incapacité de subvenir au manque d'autonomie lié à son état physique ou mental. Donc les personnes bénéficiaires de cette aide vont avoir besoin d'être assistées pour accomplir les actes essentiels de la vie, comme par exemple se nourrir, se vêtir, ou alors elles vont avoir besoin d'une surveillance régulière. L'allocation va donc permettre une prise en charge adaptée aux besoins de ces personnes, et ça, que ce soit à leur domicile ou en établissement. D'accord. Et quel est le montant donc, de cette allocation? Alors, il y a des tarifs qui sont fixés par voie réglementaire, et le montant qui va être versé à l'allocataire va dépendre de ses ressources. Ou plus précisément, en fait, c'est le montant de la participation personnelle de l'allocataire qui va varier en fonction de ses ressources. Donc c'est un mécanisme un peu particulier, mais logiquement, plus ses ressources vont être importantes, plus sa participation personnelle va être importante également. Donc dans cet arrêt du Conseil d'État, dans le cas en fait, qui lui a été soumis, on avait une allocation globale qui était de 730 € et la participation donc, de Madame X qui était fixée à 260 €. Donc quelle a été finalement la problématique qui a été soumise au Conseil d'État? Eh bien donc cette personne, Madame X, prétendait que sa participation personnelle était trop importante, puisque une fois déduite de l'allocation, elle ne touchait plus que 470 € environ. Donc Madame X avait un contrat d'assurance vie qui avait été pris en compte dans ses ressources et selon elle, il devait en être exclu. Alors qu'a décidé le Conseil d'État? Eh bien, le Conseil d'État rejette sa demande sur le fondement de l'article R132.1 du Code de l'action sociale et des familles qui inclut dans les ressources à prendre en compte les biens non productifs de revenus. Et donc le contrat d'assurance vie est assimilé à un bien non productif de revenus et intégré dans les ressources de Madame X à hauteur de 3% de sa valeur. D'accord, forfaitairement qu'il y ait eu des rachats ou pas? Voilà. D'accord. Donc on va peut-être en profiter pour rappeler un autre arrêt du Conseil d'État qui a été rendu le 17 novembre 2010, et cette fois à propos de la récupération de l'aide sociale. Donc on sait que les départements ont des recours contre les successions, contre les donataires, mais qu'en est-il de l'assurance vie? Eh bien, alors on sait également que l'assurance vie donc, est hors succession et insaisissable par les créanciers. En revanche, il peut arriver que l'administration requalifie le contrat d'assurance en donation pour pouvoir récupérer l'aide sociale qui a été versée au souscripteur. Ainsi, il peut regarder le bénéficiaire du contrat comme un donataire et récupérer cette aide sociale. Et donc, c'est ce qu'a décidé le Conseil d'État dans cet arrêt de novembre, confirmant ainsi sa jurisprudence qui a été établie depuis 2004. Donc, l'aide sociale est récupérable sur les capitaux d'essai d'un contrat d'assurance vie dès lors que l'intention libérale du souscripteur peut être établie au regard notamment de son espérance de vie s'il est très âgé ou au regard également de l'importance des primes par rapport à son patrimoine. Donc en ça, elle reprend une ancienne jurisprudence parce qu'elle avait déjà été amenée, enfin il Voilà. avait été déjà amené à se positionner. Oui, depuis 2004, plusieurs décisions ont été dans ce sens. D'accord, donc on va éviter d'abuser, entre guillemets, du contrat d'assurance vie. C'est pas le but. Voilà, le faire souscrire à des âges avancés, à des états de santé très moyens, et tout ceci pour frauder les droits des créanciers, et par extension pour frauder aussi les droits des héritiers. Voilà. Donc on reste raisonnable, et puis les choses se passeront bien. Et puis Claire, bien, tu vas nous quitter pendant quelques mois, hein, puisque tu vas être maman, donc oui. on souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et puis on te retrouve très vite après alors. Merci, bah oui. Hein. Merci Claire. À bientôt. Et on se retrouve tout de suite sur notre deuxième brève. On se retrouve pour notre deuxième brève qui va aborder une nouvelle recommandation de l'autorité de contrôle prudentiel. Et pour nous en parler, eh bien, on retrouve Pierre Christian. Bonjour Pierre Christian. Bonjour. Donc le 23 mars de cette année, l'autorité de contrôle prudentiel a sorti une nouvelle recommandation relative au titre de créance. On sait qu'en octobre de l'année dernière, et d'ailleurs on a eu l'occasion de l'aborder, elle a sorti une recommandation à propos des instruments financiers complexes. Alors comment s'articulent ces deux recommandations ? Alors la recommandation précédente, celle du mois d'octobre, traitait donc des instruments financiers complexes tels que les fonds à formule ou les EMTN structurés. La nouvelle recommandation traite des titres de créance. Alors naturellement, quand le titre de complexe sera un titre de créance, les obligations des deux recommandations se cumuleront. Néanmoins, lorsque l'unité de compte sera constituée d'un titre de créance simple, tel qu'une OAT, seule la recommandation du mois de mars s'appliquera.
D'accord. Et quelles sont les dispositions essentielles de cette nouvelle recommandation? Oui, alors on va citer les principales. Il y en a 3. Il faut absolument éviter toute confusion entre fonds en euros et unité de compte obligataire. Il faudra rappeler en caractère très apparent dans tous les écrits que l'unité de compte est soumise au risque de défaut de l'émetteur, et on sait qu'en ce moment c'est important. Et enfin, il faudra aussi rappeler qu'en cas de rachat ou de décès de l'assuré, l'investisseur, donc le souscripteur du contrat, s'exposera à un risque de perte en capital. La recommandation précise aussi que pour les obligations à zéro coupon, un mode d'affichage du rendement normé, et il faudra s'y conformer. D'accord. Et qui sont finalement les destinataires de cette recommandation? Alors, celle du mois d'octobre, comme celle d'ailleurs du mois de mars, est destinée à la fois aux assureurs, mais aussi aux intermédiaires. Donc les CGPI devront s'y conformer. Et puis finalement, quels sont les supports qui vont être concernés par cette recommandation? Alors, l'intitulé de la recommandation vise les supports publicitaires, mais il ne faut pas se tromper sur cette dénomination. En pratique, tous les écrits traitant de l'unité de compte devront respecter les dispositions de la recommandation. Oui, donc il faut le comprendre au sens large, finalement. Exactement. Pas simplement l'aspect publicitaire. Et que se passe-t-il finalement en cas de méconnaissance ou de non-application par l'intermédiaire ou par l'assureur des dispositions de cette recommandation? Alors dans cette hypothèse, le contrevenant s'expose à une mise en garde, une mise en demeure ou à des mesures conservatoires émanant de l'ACP. Et si cela ne suffit pas, l'ACP peut ouvrir une procédure de sanction disciplinaire, comme par exemple une amende ou faire paraître un blâme ou un avertissement. Ça peut aller dans les cas les plus graves jusqu'à l'interdiction d'exercer. Oui, donc c'est quand même relativement lourd. Donc à prendre au sérieux, bien entendu. Et puis en plus, c'est dans l'intérêt du souscripteur et de l'information du souscripteur. Alors on sait déjà que ce texte devrait être complété par une nouvelle recommandation qui va traiter des émissions de titres de créance émises par une entité liée à l'assureur. Donc, quels devraient être en fait les contours de cette nouvelle recommandation? Alors oui, donc dans la recommandation attendue qui va venir compléter celle qui est parue au mois de mars, on visera les émissions de titres de créance faits par une entité liée à l'assureur. L'assureur la souscrivant entièrement à l'émission pour la référencer en tant qu'unité de compte. Ce que voudrait voir faire l'ACP, c'est une valorisation indépendante du titre de créance, car elle estime que le lien entre l'assureur et l'émetteur peut être source de conflit d'intérêts. Et cette valorisation indépendante devra être faite par une entité tierce, donc à la fois à l'émetteur et à la fois à l'assureur. Elle devrait être publiée tous les 15 jours. Et l'ACP va aussi exiger que le valorisateur ait des moyens techniques et humains adaptés à son rôle de valorisateur. D'accord. Donc les recommandations s'enchaînent actuellement. D'accord. Merci beaucoup Pierre-Christian. Et puis nous, chers amis, on se retrouve le mois prochain, évidemment, pour un nouvel IFA News. Ciao, ciao.